recruté parce que c'est un expert en explosifs et il connaît pas mal de choses sur les droïdes. Lui, son rapport avec l'univers étendu, il est un peu plus touffu, c'est surtout que c'est un des personnages principaux, voire un personnage principal d'un roman dans la série des X-Wings. Alors toute cette équipe est assemblée, il y a juste un petit hic, c'est que en fait les deux sœurs jumelles, elles ont convaincu Lando de venir se joindre à la fête alors qu'il n'était pas invité. Et donc, Lando va venir se rajouter dans l'équipe, malgré évidemment des petites tensions avec Han Solo à ce moment-là. Alors, cette équipe, ça va pas être la seule à s'intéresser à ce qu'il y a dans le coffre de Villachor, parce que, en fait, on va suivre aussi euh, par moment dans les chapitres deux agents impériaux, Dashul et Deja, qui sont des agents de la branche intelligence, donc pas l'ISB mais l'autre. Et eux, ils sont plutôt intéressés par ce que renferme ce coffre et ce qui pourrait aider en Non, fait mais il leur vient de passer. branche pour éviter de D'accord. subir le Il courroux était de vite. Vador et de l'Empereur et voire supplanter l'ISB. Mais là où les choses se compliquent, et c'est là que peut-être on peut ne pas être d'accord avec la partie livre standalone et abordable pour l'univers étendu, puisqu'il y a quand même des choses qui sont dedans qui, même si on ne les connaît pas, c'est toujours bien d'avoir le background pour mieux comprendre. Cela dit, si vous n'avez pas toutes les cartes en main, c'est pas très grave parce qu'en fait, ce qui est expliqué dans le livre se suffit à lui-même et il n'y a pas besoin de plus pour comprendre. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, c'est parce qu'il y a un élément qui va être central à l'intrigue, c'est que pour Villachor, on va vite s'apercevoir qu'il travaille avec une organisation criminelle qui a son importance dans l'univers étendu Star Wars, puisqu'il s'agit du Soleil Noir, avec le fameux prince Shizor qui était au centre des Alors, événements des Ombres de l'Empire. Et voilà, comme je dis, là, le livre vous dit juste que c'est un syndicat ultra puissant, très redouté, et que globalement, vaut mieux pas les embêter. Et en vrai, vous n'avez pas besoin de plus que ça pour suivre le reste de l'histoire. Par contre, forcément, ça va augmenter les risques pour les héros qui vont devoir mettre à exécution leur plan. Alors, le reste, hein, ça va être évidemment un livre qui va globalement être découpé en deux parties, hein, même s'il n'y a pas vraiment de gros découpage. Il va y avoir toute une première phase d'approche hein, où les héros, l'équipe je suis en va train de regarder vite fait un petit se truc. renseigner, prendre des infos, commencer à élaborer un plan, essayer de comprendre aussi les enjeux, puisqu'on va s'apercevoir que c'est pas que les crédits qu'il y a dans le coffre qui sont intéressants, il y a aussi toute une histoire de données cryptées qui contiennent des données pour faire du chantage sur pas mal de personnes dans l'Empire, donc très importante. Et après, ça va surtout être l'infiltration et la réalisation du plan avec, vous en doutez, des choses qui vont dérailler. Alors pour le coup, même si on pourrait se dire que à 11 personnes, le casting est quand même assez grand, ça va être compliqué de donner un petit spotlight à chacun. L'auteur y arrive plutôt pas mal et globalement chaque membre de l'équipe a son petit moment et ses périodes d'utilité. Évidemment, le livre est beaucoup plus centré sur Han Solo, Chewbacca et Lando. Hein, ce sont les personnages les plus connus. Euh, évidemment qu'on va se focaliser sur eux. On rappelle que le but, c'est d'avoir un livre grand public. La dynamique entre les membres de l'équipe est très sympa. Certains ont déjà travaillé ensemble, d'autres non. Et on peut se demander s'il va y avoir des trahisons ou pas, puisque c'est aussi le principe hein, de ce genre de livre. Et ça fonctionne très bien là-dessus.
Le livre va aussi avoir pas mal de scènes d'action, hein. On n'est pas que sur de la parlotte pour préparer un plan. Il y a quand même des moments où il se passe des choses. Tout le monde sera servi. Va quand même y avoir des blasters de tirer et des petites bagarres à coups de vaisseaux, enfin surtout des speeders. Et évidemment, une bonne partie de la fin du livre, bah, ça va être la réalisation du braquage avec tout ce qu'il y a de classique et de clichés, mais c'est très bien, sachant que le braquage a des éléments qui sont assez spectaculaires, avec des petites références à d'autres œuvres, j'en dis pas plus. Et bah aussi, hein, vu que ça fait partie du genre, beaucoup de twists, des rebondissements, dont certains que vous ne verrez probablement pas Alors, venir, dont un final que je ne spoilerai pas. Et globalement, ça en fait quelque chose de très appréciable et très fun à lire. C'est d'ailleurs un des alors. meilleurs pour moi livres Star Wars, hein, puisqu'on est vraiment dans du Star Wars. Bah, c'est ce côté-là aussi où quand il n'y a pas les Jedi et la Force, bah, ça permet de faire des trucs très sympas dans l'univers. Si vous avez beaucoup aimé Star Wars Outlaws, foncez, c'est le même délire. Si, et il y en a, ça existe, vous avez aimé le film Solo, bah, vous trouverez pas grand-chose à redire non plus sur le livre. Mais globalement, le pari est réussi, hein. C'est un livre où vraiment, si vous avez juste vu les films au cinéma, vous pourriez juste l'attraper et le lire. Il n'y a pas besoin effectivement de rentrer dans tout l'univers étendu pour comprendre et apprécier Alors. l'histoire. Et c'est ça qui est vraiment bien avec, hein. C'est que là-dessus, on se rapproche un petit peu de ce qui a pu être fait par moment dans les comics d'ailleurs. Alors comme j'ai dit, vous avez aussi une petite histoire dédiée à Lando, où on va le retrouver avec les sœurs Kittick, Essayez. Et alors. juste avant les événements du livre. Cette fois-ci sur une planète où il y a un tournoi de sabak qui est organisé pour gagner une Essayez de l'avoir. figurine qui est en partie issue d'un set de 7 figurines très identiques et dont bah, la valeur dépasse les millions de crédits et où bah, forcément tout le monde cherche à rassembler le set, donc c'est quelque chose de très tentant. Sauf que bah, parmi ce tournoi, il y a d'autres gens intéressés pour la voler. Et surtout, ils vont découvrir un petit complot pour s'accaparer une deuxième figurine d'une autre personne qui est présente sur la planète. Et leur but maintenant va être de la voler. Même si tout va peut-être pas se passer comme prévu. C'est une histoire très courte, hein, mais elle reste assez intéressante. Et si vous avez aimé le livre Vaurien, eh bien, vous n'avez pas de raison de ne pas aimer cette histoire non plus, parce qu'on est dans le même style, hein. C'est vraiment juste un groupe plus resserré de voleurs. Là, vous avez Lando, les deux sœurs et le personnage de Zerba, qui est aussi présent. Et globalement, ça suffit. Vous avez un petit plan, voilà, il y a de l'infiltration et un petit rebondissement. Donc c'est très appréciable. Et si vous aimez Lando, bah c'est parfait. Voilà donc pour ce petit format sur un livre que je tenais à vous présenter, pour vous donner pourquoi pas l'envie de le lire ou de le relire si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à passer dans le Discord du Label et la Bête pour venir en parler ou chercher des renseignements Alors, vas-y. si vous avez besoin. Et bah aussi d'aller, comme toujours, hein, écouter nos autres contenus. Évidemment, vous le savez, le label a sa team dédiée à Star Wars. Il va se passer des choses, vous inquiétez pas. Le jour de la sortie de cet épisode, 4 mai, il y a un grand live qui est prévu, comme d'habitude. Si vous ne pouvez Va. pas le regarder, le replay sera toujours disponible sur YouTube très rapidement, donc c'est pas un problème pour rattraper. Il y a de l'actu, il y a plein de choses qui se passent. Et évidemment, bah, tout ça, c'est possible grâce à qui? Eh ben, grâce aux gens qui nous soutiennent, les Patreons. Et bah, grâce à vous, les patrons qui donnez sur Patreon, eh bien,
Merci, hein, vraiment, puisque ça nous permet de faire des contenus avec une bonne petite production, comme les lives Star Wars. Et ça, on peut que toujours vous remercier. Donc merci à vous, Pierre, Goudkar, Antiméa, Nicociné, Wakun, Lakaeli, Gérel, Antonome, Maxfly, Nicolas et Marine, Clara, Cédric et Morgane, dont certains qu'on retrouvera sur les lives Star Wars, j'en doute pas. Encore merci à vous. Pour Storybookinist, il y a encore d'autres épisodes qui sont prévus au mois de mai, hein. Ça c'est vraiment un petit bonus. Et qui dit mois de mai dit Star Wars, donc vous inquiétez pas, il y a quelque chose d'autre sur Star Wars d'un peu plus gros qui arrive, sûrement en fin de mois. Donc restez à l'affût, et que la force soit avec vous. Voilà. Voilà. Ouais, je vois, je vais mettre Piroli. Alors, on va l'attraper. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Tant qu'il y aura du Wi-Fi. Et attention, je reçois un monument français de Twitch, Mister MV. Merci beaucoup d'être là. Salut Julien, merci. Je suis content que tu es là parce que tu es une légende en fait, du Twitch français. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je t'appelle Mister MV, Xavier. Xavier MV, comme tu le sens. Il t'appelle comment? Le vieux monsieur? Parce que tu es un des plus anciens, c'est ça? On va peut-être éviter ça. Puisque tu m'as appris que tu étais un poil plus vieux que moi. Bah oui, en fait, moi je suis né en 1979 et toi en 80. Donc c'est moi le vieux monsieur dans cette interview. Je suis mon aîné. Et on rappelle à tout le monde, tu es un Twitcher français qui a énormément de viewers, énormément d'abonnés. Tu as combien d'abonnés sur Twitch? De followers, ouais, 906 000. Énorme. On n'arrivera jamais au million. C'est un petit peu le running gag de la chaîne. Ça ne fait que baisser. C'est le road to 900 000. Moi, je te souhaite d'arriver un jour au million et tu le mérites. Et tu viens pour l'événement Speedon qui existe depuis 2021. C'est un événement caritatif qui va bientôt avoir lieu du 7 Attends, au je peux juste faire un petit truc. au centre des congrès de Lyon, mais on pourra le suivre sur ta chaîne Twitch. Oui. Et c'est un événement caritatif pour quelle organisation? Depuis le début, c'est pour Médecins du Monde. Donc voilà, depuis la première édition, c'est eux qui étaient venus me voir justement pour comme beaucoup d'ONG inspirés par le succès du The Event, vouloir aussi avoir un événement caritatif. Ouais, si c'est éteint mon truc. Je leur proposais de faire Ouais, bah, je vais le brancher. Sur de gala style Les Enfoirés. Attendez, je vais aller me rasseoir un petit peu. Vers quelque chose que je connaissais bien, c'est-à-dire le speedrun. Pendant que je suis en train de vous trouver juste un petit truc. Les Games Done Quick, l'équivalent américain. Et voilà, ça s'est un peu chapeauté comme ça. Et du coup, on est resté fidèle à Médecins du Monde, vu que déjà, ils produisent avec nous. Et surtout, voilà, c'est une ONG qui a des actions formidables. Alors, vous avez récolté plus de 2 millions d'euros sur l'édition 2025. C'est juste colossal. Est-ce que tu peux expliquer d'abord pour tout le monde, c'est quoi le speedrun en vrai, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le speedrun, c'est une catégorie un peu e-sportive, entre guillemets, il y a toujours ce débat, mais qui consiste à terminer un jeu vidéo de son choix le plus vite possible. C'est bon, ça va enchaîner bien sur la suite. Des fois en créant des bugs et en cassant le jeu, même s'il existe des Ça avait bien enchaîné sur la suite. où on peut le faire sans casser le jeu et exploiter des bugs, mais c'est l'idée, entre guillemets, c'est ouvert à toutes et tous, et surtout on peut choisir le jeu de son cœur. Et juste apprendre, répéter et essayer d'avoir le record du monde. C'est un peu l'e-sport de la passion.
Parce qu'il faut vraiment aimer le jeu pour pouvoir le prendre dans tous les sens. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est une relation un peu toxique avec son jeu, mais parce que ouais, finalement, j'ai pas fait des centaines, voire des milliers d'heures, hein. Moi, il y a eu des speedruns où j'ai passé plus de 1000 heures. Ouais, ouais, Final Fantasy, Super Meat Boy à l'époque, on avait envoyé. Mais oui, c'est l'occasion parfaite de. Quand on a complètement exploité toutes les manières de jouer à son jeu, ben, c'est un peu la manière ultime de se trouver une excuse pour y retourner incessamment. Quand tu dis casser le jeu, c'est quoi? C'est chercher des codes de jeu, des trucs comme ça, ou c'est vraiment aller chercher un bug à l'intérieur du jeu? Ouais, bah, Voilà. il y a beaucoup de jeux qui permettent parfois, avec des actions bizarres dans les menus, de corrompre la mémoire. Il y a les jeux en 3D, souvent, il y a des murs finalement à travers lesquels on peut passer et précharger des zones du jeu où normalement on n'a pas accès. Donc ça donne accès à ça donne lieu à des situations délirantes où Ocarina of Time assez vite a été terminé en 5 minutes. En 5 minutes? Enfin non, j'abuse un petit peu, mais ouais, hein, je sais pourquoi que j'ai plus le truc, mais en un cas, Alors, ça, le Zelda Link to the Past de la Super Nintendo Non, peut se terminer en moins de 3 minutes. c'est pas possible. Pareil, dès le premier château du jeu, on peut passer sur les textures et aller directement à la salle de fin de jeu, des trucs comme ça. Tu sais que tu parles à un mec qui a joué à A Link to the Past sur Super Nintendo à l'époque, Eh oui. qui était livré avec la cartouche et la carte du royaume d'Hyrule que j'avais posée sur le mur de ma chambre, je me souviens. Et j'ai passé peut-être, je sais pas moi, 3 mois dessus. Et là, tu me dis qu'il a été terminé en 3 minutes. C'est ouf. J'avais même le speedrunner qui m'avait coaché sur scène. Là, il y avait un speedon 4, je crois, où justement alors, vas-y. terminé en moins de 3 minutes avec lui qui me dit de le faire. Salut. Très rigolo. Ouais, ça fait longtemps. Ça, c'est les catégories très cassées. Je fais un petit Donc, il y a live. le Voilà. programme du 7 au 10 mai. Mais il fait un peu au chaud. Centre des Congrès Mais bon. de Lyon. Pour ceux qui veulent assister à l'événement, il y a une billetterie. Une billetterie qui a explosé day one, donc il faudra suivre ça en ligne probablement, à moins de trouver quelqu'un qui vende ses billets, mais normalement c'est... Tout de suite, ça a été vendu complet. Ouais, en général on fait 2 vagues, on fait la première moitié dès que l'événement est annoncé. Et Pas là, deuxième je suis tranquille. sortie, Tranquille, je fais du Pokémon Go. c'est adapté au J'ai peut-être programme. plus beaucoup de batterie, donc je sais pas combien de temps je vais faire le live. Il fait chaud. Alors, le programme, on va voir, bon, toi, entre autres. Mais moi, j'ai vu les photos que tu m'as envoyées. Mais tu as d'autres streamers qui seront là aussi pour t'accompagner. Oui, en fait, l'idée, donc, surtout le week-end, il y a à peu près 80. Ouais, non, là, c'est parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Le téléphone, il va pas aimer. Non-stop, Il fait trop chaud. H24 pour terminer plein. Je fais un peu de live, mais une dizaine de jeux vidéo. Et, je sais pas combien de temps il va durer le live. on peut appâter le chaland. Il fait chaud, donc le téléphone, il va pas aimer. Et l'ambiançage entre les runs et parfois pendant les runs, selon les défis. Il faut que je me rassure un peu. Rassuré aussi, oui, par des streamers et streameuses. Donc voilà, on a des gens qui sont là. Le téléphone, il a un peu du mal. Dame, et plein d'autres. Et puis on a aussi des gens de la commu comme Jarmou, Vicky Splin. De toute façon, je vais le brancher quand même, mais bon. Je viens de voir, il est quand même déjà chaud, donc j'hésite à faire un truc. Mais finalement, je pense que je vais pas le faire. Vous avez récolté plus de 2 millions d'euros sur l'édition 2025. Moi, je trouve ça colossal. Je trouve ça incroyable. Franchement, bravo. C'est magnifique. Comment tu expliques que le public français, parce qu'on peut aussi parler de The Event, que le public français est aussi mobilisé? Comment tu l'expliques ça? Est-ce qu'il y a une explication à ça? Ouais, des explications, il y en a beaucoup. Ensuite, le milieu du speedrun, en plus, c'est une surcouche en plus, parce que les Games Done Quick, déjà, récoltaient aussi des millions de dollars. Et en plus, ça, c'est la version américaine. La version américaine, c'est ça. Et moi, je le retransmettais en français. Et déjà, avec la communauté française, à l'époque, il y a plus de 10 ans, on trouvait déjà, entre guillemets, des petits défis sur lesquels se placer. Les Français donnaient beaucoup, alors que c'était un événement purement américain, enfin international, mais anglophone et très américano-centré. Mais oui, c'est vrai qu'on Je vais brancher mon truc. la commu est très motivée. Oui, je pense que c'est comment dire, l'alchimie, l'addition de beaucoup de choses. Pourquoi les gamers? Parce que tu vois, on pourrait faire un événement de cuisine. Je connais pas d'événement de cuisine qui lève autant de millions d'euros. Tu vois, on pourrait faire la cuisine le plus rapidement possible avec Top Chef. C'est pas le cas. Pourquoi les gamers, plus que d'autres catégories de passionnés, sont généreux comme ça? C'est grâce à vous, peut-être, les streamers? Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, pour le The Event, évidemment, c'est énormément, c'est quasiment le plus gros de l'écosystème des streamers, streameuses qui sont en ligne. Donc, évidemment, il y a plein de gens qui sont contents de les suivre dans cette aventure. Et puis, c'est un week-end où il se passe des choses folles. C'est quelque aussi avec Speedon, mais c'est différent parce que c'est juste ma chaîne et c'est énormément d'acteurs, d'actrices qui contribuent à l'événement. Mais oui, il y a un contexte, je pense, voilà, de fatigue politique, d'avoir envie, évidemment, en plus, voilà, on met en avant les associations, donc les gens comprennent et tout que le combat est noble et ont envie de participer. Et donc c'est vrai que oui, la communauté jeux vidéo. Alors attends, je vais juste y brancher ça.
Et ouais, il y a un élan de générosité. Et puis, oui, c'est un petit peu un cocon de bonheur et de bienveillance ce week-end-là, donc tout le monde a envie de participer. Donc là, ce podcast, c'est pas un speedrun, on a le temps de se poser justement. Je sais qu'il y a souvent ce genre de question qui revient pour la transparence. Je vais la poser. Donc l'argent est levé pour Médecins du Monde. Où va l'argent justement? Où a été l'argent jusqu'à maintenant? Juste pour tenir au courant ceux qui veulent mettre des dons peut-être. Merci pour mes prochaine gemmes. édition, mais- Bah, comment dire, l'action de Médecins du Monde, elle est très très vaste. Ça fait 40 ans maintenant qui sont là, ces gens-là. Et donc, il y a beaucoup de choses, notamment, il y a évidemment les choses qui vont parler aux gens, c'est évidemment les crises du moment, les crises en cours. Donc évidemment, on va parler de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, etc., où la situation est urgente. Il y a beaucoup de choses aussi dans la Corne de l'Afrique, notamment en Éthiopie. Il y a les crises oubliées également où ils sont très très actifs. Donc plus comment dire, Centrafrique, Soudan, voilà, ce genre de pays ou de régions qui sont pas hyper médiatisés, mais où il se passe plein de choses. En France, évidemment, c'est de l'accompagnement médical et notamment, comment dire, du travail de médiation pour l'aide médicale d'État, l'AME, qui est souvent très mise à mal. Et puis ensuite des combats un peu plus politiques, mais importants, notamment tout ce qui concerne les droits des femmes à l'accès aux soins, que ça soit aussi que ce soit niveau contraception, protection, etc. Je le fais. Les usagers de drogue, voilà, l'accompagnement de ces gens-là. Les migrants notamment, que ça soit et en Europe, mais aussi en Amérique, par exemple, les gens d'Amérique centrale ou du Sud qui remontent vers les États-Unis et qui traversent ça dans des conditions absolument dantesques. Donc oui, c'est de l'accompagnement, oui, sur le monde entier. Il y a des combats en France également, vu que, comment dire, le contexte fait que la plupart des ONG voient leurs aides sauter, leurs aides officielles. C'est très très compliqué. Ça l'est notamment au Liban, ça l'est aussi à Madagascar, là où justement il y a beaucoup de choses à faire avec le cyclone qu'il y a eu récemment. Donc l'action, elle est évidemment mondiale, donc c'est déployé vers plein de choses. Donc ceux qui regardent l'événement du 7 au 10 mai, qui vont faire un don, on peut faire des dons toute l'année. On n'est pas obligé d'attendre un événement. Mais si vous faites un don pendant cette période-là, vous savez que l'argent ça va pas l'air de dans le monde entier. Attendez, je peux vous allez faire une bonne action au final, sans la faire directement. Vous l'allez faire par le biais d'un don et c'est Médecins du Monde qui va s'en occuper. Quand tu récoltes... Ouais, si, je vais quand même sortir d'aller faire ce que j'avais prévu. 2 230 146 €. Qu'est-ce que tu ressens à la fin? Est-ce que tu es fier de ça? Est-ce que tu es content? C'est quoi l'émotion? Cet épisode vous est proposé par Accenture. Quand vos opérations publicitaires ne sont plus synchronisées, tout le reste se désaccorde. Ouais, j'en fais là, je vais peut-être aller en faire un. J'hésitais, mais je pense que je vais y aller. C'est qui en vrai? Grâce à l'automatisation, à l'analytique et à des workflows plus intelligents pour simplifier les campagnes et mieux exploiter les données. C'est un raid obscur, mais il n'est pas encore apparu. Moins de temps passé Mais je vais y aller. Plus de temps pour connecter les marques au moment et au Allez. flux qui font vibrer la culture. Plus d'infos sur accenture.com/spotify-fr. L'action ne s'arrête jamais dans NBA 2K27. Chaque match est une occasion de perfectionner votre jeu. De faire danser les défenseurs grâce à votre panoplie de crossover. Et de faire parler votre adresse sans limite, même avec une main sur le visage. Poursuivez votre grandeur dans NBA 2K27. Ball over everything. Disponible le 4 septembre. Oui, non, bien entendu, en général fatigué, parce que c'est un événement de 75 heures non-stop. Alors moi, évidemment, je suis un petit peu toujours dans les backstage, mais je me préserve aussi. Mais oui, me dis quand tu dors. Une bonne action. C'est grâce à cette armée de gamers que tu lèves que tu arrives à rendre le monde meilleur quelque part avec le biais de Médecins du Monde. Tu ressens pas une sensation avec ça? Si, bien entendu. De toute façon, je vais pas faire le blasé parce que évidemment, entre les events et Speed, déjà, oui, bien sûr, toujours très ému. Pas de voir que les gens répondent encore présents. Et ensuite, voilà, c'est triste entre guillemets que ce genre d'action et d'événement soit nécessaire parce que oui, dans un monde idéal, comment dire, l'État couvrirait
couvrirait ça et les systèmes mis en place mondialement feraient qu'on n'ait pas, entre guillemets, besoin de ces associations pour gérer misère et population en crise. Mais en tout cas, oui, fier évidemment et très, très heureux qu'on puisse aider à rendre enfin, un peu soigner, mettre des pansements sur le monde, parce que oui, mine de rien, toutes ces actions, enfin, Médecins du Monde, Médecins du Monde, ça concerne plus de 3 millions de personnes qui sont traitées, soignées, accompagnées à l'année, quoi. Le terme pansement, il est bien, ouais, c'est plus réparer un peu les choses. On revient sur le speedrun que tu suis depuis longtemps. C'est vraiment l'e-sport de la passion. Finir un jeu le plus rapidement possible. C'est quoi ton speedrun préféré? C'est une grande question. Moi, j'ai fait pas mal de speedrun, donc et j'ai touché un peu à tous les genres. J'ai touché à RPG, jeux d'action 2D, 3D, plein de choses ici et là. Mais c'est mon speedrun préféré. Ensuite, sûrement dans les grands classiques, hein, tout ce qui est genre Mario 64, Ocarina of Time, c'est iconique. Paradoxalement, la Nintendo 64, les speedruns sont très iconiques parce que c'est le mélange parfait de on casse le jeu et on doit performer sur. Attends, j'ai encore rien reçu. Des contrôles. Et ça va venir. En chauffage, on va dire, même si les ont inventé beaucoup de Et quand même. C'est bon. C'est-à-dire que j'ai pas vu la notice. Ensuite, les gens adorent et arrivent voilà. Voir des speedruns, des Souls, Dark Souls, Elden Ring. C'est bon, je te rajoute. Archi difficile, ouais. C'est vrai que quand quelqu'un fait ces jeux-là à la perfection et arrive à ouais, je t'ai rajouté, c'est bon. En sortant des partitions parfaites. Alors, je vais t'envoyer un cadeau. Ouais, donc, ce genre de speedrun, c'est assez jouissif. Et le plus délirant, le plus absurde que tu as vu dans ta vie? Ah, oh là là, il y en a tellement. C'est souvent des jeux un peu de niche. Là, typiquement, on va en avoir un. Je serai aux commentaires d'ailleurs. On va avoir Shrek 2, par exemple, à ce et ouais, il y a beaucoup de jeux comme ça, de licences, que ce soit en 2D ou en 3D, qui étaient un petit peu. Ouais, je fais jusqu'à ce que j'ai plus de batterie. Le live passe trop tellement trop. C'est pas dit que je peux s'en faire un très long. Et de créer des bugs de collision partout. Et finalement, tu regardes le jeu et plus rien n'a de sens. Ocarina of Time, par exemple, aussi, pour le coup, pas du tout fini la piste, mais c'est très intéressant. Ocarina of Time, on parlait justement qu'on pouvait le terminer en quelques minutes, mais il y a des catégories plus longues qui exigent, par exemple, de récupérer tous les médaillons, de faire toutes les épreuves, etc. Et là, c'est vraiment... on va avoir Skyward Sword aussi en Zelda, c'est délirant à suivre, quoi. C'est-à-dire vraiment... tu manipules en faisant des actions avec des objets, tu te téléportes dans le temps, dans le jeu, tu casses des événements. Link, qui doit être adulte, il se retrouve à l'endroit où il est censé être enfant. Et en fait, tout le jeu part en mode Christopher Nolan et tu comprends plus rien à ce qui se passe et c'est assez fou à voir. Génial. Alors j'aime bien dans ce podcast, à chaque fois, de revenir un peu sur tous les créateurs de contenu que je reçois. Parce que souvent, on connaît leur nom, on connaît leur ligne éditoriale, leurs émissions, mais on ne sait pas un peu... les origines de leur vie, en fait, comment tout s'est passé et comment la bascule s'est faite à un moment donné de passer de études ou métier, on va dire classique, à créateur de contenu et vivre de sa passion, parce qu'en général, vous vivez tous de votre passion et c'est magnifique. Oui. Toi, à la base, tu étais destiné à quoi, en fait, comme métier? Moi, j'étais destiné à pas grand-chose. Enfin, j'étais passionné d'informatique quand j'étais petit. Vu que je suis de 80, donc on est un peu la génération qui a eu la chance de découvrir les ordinateurs. De découvrir les ordinateurs. Et puis oui, quand on entrait en primaire, c'était le renouveau du jeu vidéo avec la Nintendo NES qui sortait. Donc on a un peu vécu la première gène jusqu'à aujourd'hui. C'était ta première console, la NES? Ouais. J'ai plus son nom, mais je l'ai pas, donc on va les récupérer. Je l'ai pas en obscur. Des consoles plus primitives, donc j'avais joué à des obscures choses. Enfin, il y avait quelqu'un qui avait un Atari 2600 et d'autres qui avaient des trucs moins connus. Mais oui, en tout cas, c'était ma première console, la Nintendo, avec le fameux pack Mario Duck Hunt, avec le pistolet. Excellent. Et mon premier vrai jeu était Zelda 2, donc j'étais tout de suite dans la souffrance. Oh, il était pas beau, le Zelda 2. C'était pas les beaux Zelda à l'époque. Malgré ses défauts, mais je l'aime beaucoup. Je déteste. Très donc critique. Là, tu découvres les jeux vidéo avec la NES. T'as quel âge à cette époque? Donc, j'ai 5-6 ans, 6 ans. Et donc oui, enfin, moi j'ai eu un parcours scolaire qui a été haché très vite. Je suis un peu tombé du circuit traditionnel dès le début du collège. À cause d'une mésaventure. Bref, j'ai vomi en cours, je suis devenu hypersensible, j'avais peur d'aller en cours et ça a créé tout un bordel où finalement j'étais scolarisé à la maison, puis en hôpital de jour, blablabla.
Et du Attends, coup, t'étais hyper sensible et là, t'es en train de commenter comme un malade les speedruns. Elle est folle la vie. Elle est folle. ouais, c'est un long arc de rédemption. Mais on est là. Et du coup, ouais, ça a été assez compliqué. Moi, j'ai Alors, occupé de plein de on plein de avance. petits boulots, notamment dans l'animation avec les enfants, ce qui m'a pas mal aidé, je pense, pour le stream derrière, mais aussi ouais, plein de trucs administratifs, manutention. Ça te plaisait à l'époque ou pas? Bosser avec les enfants, oui, c'était rigolo. C'est ce qui m'a permis de sortir un peu de ma misanthropie, un petit peu comment dire, le regard innocent des enfants sur le monde. Mais ensuite, oui, la plupart de mes autres boulots étaient purement alimentaires. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que oui, en 97-98, il y a Internet qui arrive en France. Tout à fait. Et donc, je me lance là-dedans. Pendant 10-15 ans, j'ai parlé quasiment qu'avec des gens partout dans le monde en anglais. Je m'étais dit qu'Internet, c'était incroyable pour parler justement à d'autres gens qui sont à l'autre bout du monde. Alors, tu utilisais quoi à l'époque quand tu parlais avec les gens? C'était ICQ? Ouais, ICQ, ouais. J'avais Ouais. un ICQ dans les bas chiffres. Alors, à un moment, tu disais Trillion, c'était le combo de ICQ, AOL, Yahoo et MSN. Je me Tout à souviens. fait, ouais, ouais. Et surtout sur IRC, j'allais sur IRC et assez vite, en fait, je suis tombé dans la musique de jeux vidéo d'abord. Je suis tombé sur une communauté qui était passionnée par le remake de musique de jeux vidéo. Donc on refaisait des musiques de jeux vidéo avec des trackers, des trucs à l'ancienne, quoi, ce qui était à la base pour les musiques amicales. Et du coup, j'ai découvert cette communauté-là, puis j'ai monté des net labels de musique où on a sorti des centaines de musiques électroniques gratuites. Et en fait, je me suis retrouvé à faire de la musique de jeux vidéo, dans un premier temps, de la musique IDSFX, notamment pour des jeux mobiles, des jeux web, puis ensuite quelques jeux GBA et DS un peu mineurs, des jeux de commande, quoi. Mais attends, c'est génial ça. Ouais. À cette époque-là, t'es au top du top. C'est ta passion. Tu kiffes de ça? Oh, c'était ma passion. Ensuite, voilà, c'était des jeux mineurs, c'était un peu la galère, mais voilà, j'ai quand même fait une quarantaine de projets. Et ensuite, autre événement dans ma vie, j'ai un peu breakdown et j'ai perdu un peu tous mes clients, donc j'ai recommencé à bosser dans l'animation et faire X et Y trucs. Et un jour, j'ai découvert une plateforme qui permettait de shoutcaster. Game One existait déjà, je regardais et tout. Et du coup, je me suis lancé. Voilà, je crois que ma première émission, je couvrais un très vieux jeu de la Super Nintendo, Romancing Saga 2, qui est sorti d'ailleurs remake l'année dernière. Là, t'étais sur Twitch, là, la plateforme? Non, j'étais sur eLive, une plateforme de shoutcasting à ouais. l'époque. Et genre, j'ai fait tout mon truc, préparé et tout, et j'avais genre 2-3 viewers, et c'était le début, quoi. Et ensuite, j'ai fait une cinquantaine d'émissions de commentaires de speedrun. Et déjà à l'époque, Alors, j'avais vas-y. que 20-30 viewers. Alors, je préparais mes émissions, j'annotais pendant des heures les speedruns, je faisais mes notes, je faisais des vidéos d'intro et tout qui montraient le jeu, qui montraient les commandes. Tu bossais quoi? Tu bossais vraiment ton projet d'émission alors que tu avais 20 viewers, mais tu Alors. quand même. Ouais, et c'était, c'était ta passion là à ce moment-là. Vraiment, tu prenais du Alors, plaisir. alors. Tu Va. retrouves le plaisir là quand tu y repenses, tu retrouves le plaisir de ces premières émissions? Ouais, bien sûr, carrément. Mais moi, c'est un peu, c'est un souci. On va dire que maintenant, c'est pas un souci vu que c'est devenu mon métier, ça marche très bien. Mais oui, dès que c'était mes hobbies de branlos, entre guillemets, j'y allais tête baissée. Pendant 2-3 ans, il était impensable de gagner le moindre euro avec ce truc-là. Ouais. C'était vraiment projet passion. Et à côté, tu travaillais, tu faisais des vrais métiers Voilà, alimentaires, on va c'est appeler ça. exactement. C'était un peu de la débrouille, hein, mais on s'en sortait. Salut. Et ensuite, Twitch est arrivé. Bon, je vais Et les web TV. Je vais un petit raid. Motion qu'on utilisait comme player parce que la rémunération était bonne. Et je me suis fait repérer justement parce que pour les commentaires speedrun ça marchait bien, donc j'étais repéré par OGaming TV, donc j'ai fait les commentaires là-bas. Ah ouais, j'y vais là. Un peu plus déjanté sur Twitch, justement, à ouvrir avec des karaokés, monter. Je suis en train d'y aller, plus correct. Faire des vidéos en plus. Je montais un petit peu ça comme un podcast, une émission un petit peu délirante, second degré. Mes streams étaient beaucoup plus travaillés à l'époque qu'aujourd'hui. Bah, je vais raid là, le petit raid là. Qui est juste là, je vais faire oui. Et ensuite, plus tard, la web tv de jeuxvideo.com. Et ensuite, je suis repassé en indépendant parce que ça explosait bien et je sentais que je pouvais juste mener ma barque. Et donc, je suis vraiment passé de quelqu'un Je vais faire capoeira. Parce que je ne l'ai pas en obscur. Et qui a commencé très modestement pendant plusieurs années à maintenant, oui, maintenant ça cartonne de fou. Et pour n'importe quelle sortie de jeu, on vient me voir en général parce que je fais ça bien. Donc maintenant, je gagne évidemment beaucoup d'argent avec tout ça. Et j'en suis ravi, mais ouais, on revient de loin, c'était pas gagné, quoi. Oui, c'est pas arrivé comme ça par hasard. T'es arrivé sur Twitch et tout. Avant, t'avais déjà fait du R&D, j'ai envie de dire, recherche et développement. T'avais travaillé tes concepts, t'avais déjà fait des choses. Pourquoi Mr. MV? Mr. MV, le nom, c'est une histoire un peu intéressante au final, mais Alors.
Moi, j'avais un pseudo de jeu de rôle qui était Melville, je crois que c'était Kim Melville même au début. Et puis ensuite bah, j'ai fait de la musique électronique un peu expérimentale. J'étais très fan d'Aphex Twin, Boards of Canada, d'ailleurs, nouvel album qui arrive, incroyable, 10 ans après. Et du coup, ma période minimaliste, c'est juste devenu MV. Et quand j'ai commencé à caster, bah, c'était trop court pour inscrire le site MV. Voilà. Ah, c'est juste comme ça. Et t'as voulu le garder plutôt que t'appeler Xavier avec votre prénom et tout ça, t'as préféré garder ce pseudo-là? Ouais, bah Xavier, finalement, Xavier Dang, ouais, c'est mon nom de musicien. Et puis sur Instagram, parce que j'ai pas récupéré le nom. Il faudrait que je réessaye de renégocier avec mon ami roumain qui est Mister MV sur tous les réseaux. Vrai? J'avais racheté le Twitter à l'époque. Mais non. À l'époque pré-Elon Musk. C'est vrai? Ouais, on s'était fait une petite transaction sous le bureau, entre guillemets, comme ça. Et puis là, finalement, il réalimente son Alors. Insta, donc il est pas chaud. Les négociations vont être plus âpres. Mais en vrai, peu importe. J'ai l'impression que quand tu reviens un peu sur le parcours, tu regardes un peu ça et tu dis ouais, ok, Mmh. bah aujourd'hui, bah, je vis de ma passion, je gagne très bien ma vie, mais je reviens de loin quand même. Ah oui, non, clairement. Bah, c'est pour ça que là, je suis un peu en pleine crise de la 45e parce que, en fait, Ça va bien se passer, je l'ai vécu ça. non, parce que oui, je suis un peu un miraculé, mais c'est vrai que ouais, jusqu'à mes 33 à 34 ans, c'était la hesse la plus totale, quoi. Alors. C'était pas ouf niveau social. Je peux déjà te tenter de là. J'ai vraiment été en souffrance pendant 20-30 Non, ans. toujours Ça, pas. tu l'oublies pas, j'ai l'impression. Tu sais d'où tu viens, quoi. Ouais, donc c'est évidemment un atout pour ne pas craquer sous la pression par rapport à plein de trucs aujourd'hui. Et c'est vrai que tout d'un coup, tu as envie de tout rattraper trop vite et de faire des folies et de faire le tour du monde et de barrer et de faire n'importe quoi. Mais bon, quand t'es père de famille, c'est compliqué quand même. Oui, c'est pas oui, Famille, c'est compliqué quand même. oui, c'est pas oui, après derrière, il faut gérer tout ça. Voilà, maintenant, il faut être bien entendu à gérer le quotidien et la réalité. Je suis heureux et ma femme. Ouais, on les embrasse. Sur le Twitch français, mais on peut inclure aussi YouTube, parce que bon, ça reste quand même des visionnages en streaming, que ce soit en direct ou en différé. De la télé. Moi, j'ai l'impression que le monde de la télé est en train de faiblir un petit peu, que du côté Twitch, YouTube. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte d'hybridation qui va arriver ou ça va être deux mondes séparés? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est deux mondes séparés. Genre, on essaye de pas trop se parler. Ouais, ça va. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un qui consomme plus la télé depuis très longtemps. Et moi, j'ai le cul entre deux chaises, hein, donc Oui, c'est bah pas oui. facile. J'imagine bien. Mais oui, enfin, on va dire que Internet a énormément changé. Hein. Moi, justement, j'ai un peu nostalgique du net d'avant, où justement, c'était un petit peu justement la foire des gens qui étaient un petit peu mis de côté, et où tu pouvais vraiment avoir ta persona Internet, entre guillemets, et ta véritable vie. Maintenant, les deux sont connectés, entre guillemets. C'est le prolongement de nos vies réelles, Internet, ce qui est un peu un problème également. C'est plus trop échappatoire, mais oui, le contenu, ça se ressent dans le contenu également, c'est sûr. On va dire qu'au niveau des gros noms, les gros noms vont vers des prods qui sont de plus en plus similaires à la télé, voire même qui explosent la télé en termes de budget. Donc ouais, on parlait du GP Explorer, de Squeezie, ça c'est délirant. Ouais. C'est plusieurs Squeezie millions qui a vendu d'euros, les droits ouais. aussi d'une émission là il y a pas longtemps. Ça ouais. Prod à plusieurs millions d'euros. Alors. Les prods de Squeezie évidemment sont hyper bien léchés. On a vu des Amin Billy également qui organisent des énormes trucs, des Tout à combats et d'autres gros événements tentaculaires avec des dizaines de gens, centaines de gens parfois impliqués. Mais même le speed-don là par exemple, le speed-don pourrait être diffusé à la télé. Hein? Il pourrait être diffusé à la télé en oui, plus de ta chaîne. Clairement, ensuite, oui, est-ce qu'il y aurait une chaîne qui serait intéressée? Pourquoi pas, mais ça pourrait, ouais, c'est du contenu plus de niche, mais clairement, ça pourrait. Mais oui, en termes de prod, oui, bah, forcément, c'est une grosse prod. On se pose la question d'ailleurs. Alors juste, je reviens sur le contenu de niche. Je suis désolé. Mais ça m'intéresse parce que tu vas faire. L'année dernière, tu as fait combien de spectateurs sur ton speed don 2025? Spectateurs, oui. Bah, je dis niche, c'est une niche forte, mais on va dire que le plus haut pic de spectateurs, ça devait être presque 100 000, mais pas forcément 100 000. Mais en termes de personnes regroupées, c'est plus d'1 million. Ouais. Plus d'1 million? Ouais. On n'est plus dans une niche, là, 1 million. Oui. 1 million, c'est plus que certaines émissions aujourd'hui. La culette média, on sait trop. Peut-être amplifié par la
au service public pour que le speed don soit diffusé au moins l'année prochaine. Allez, on va négocier pour l'année prochaine. Mais ça mérite, selon moi. C'est plus une niche là pour moi. Quand on fait autant de... Terminé. C'est assez pratique, hein, ça te remplit une grille pendant 3 jours et demi. donc pourquoi pas, vu que c'est du jeudi à 17h, dimanche minuit. Mais, Il peut terminer du tout, il était même pas en cours. C'est clair que c'est des événements à résonance et qui ont beaucoup de choses. Ensuite, il ne faut pas oublier que Twitch... Attendez, j'essaye, mais j'ai l'impression que j'ai pas de réseau en fait. Vivre tel que moi et bien en vivre, on va dire, mais même ne serait-ce que toucher un SMIC plus sur Twitch, c'est 0, c'est moins de 0,1% des créateurs créatrices, tu vois. Donc la plupart des gens, ils continuent à faire et à grand bien leur face leur contenu ou bien en hobbyiste ou pour se détendre. Et, j'ai l'impression que j'ai abandonné. Les standards et les plus jeunes générations ont envie, entre guillemets, de devenir créatrices de contenu. Tu vas dans des cours de récréation de primaire, de collège, tout le monde est TikToker, youtubeur. Tout le monde a sa chaîne YouTube, vous faites rêver, c'est normal. Ouais, et du coup, c'est compliqué parce que du coup, ce qui était un truc où tu pouvais arriver complètement à l'arrache, sans webcam et juste faire plaisir, t'as l'impression maintenant que dès que la première fois où tu te lances, tu dois avoir une belle lumière, un bel objectif, un son nickel et il y a une espèce de professionnalisation de l'amateurisme. Avoir une belle lumière, un bel objectif, un son nickel et il y a une espèce de professionnalisation de l'amateurisme dans le milieu parce que maintenant il y a eu des modèles de succès, il y a de l'argent. Certains. Donc c'est pour ça que oui, et puis sur YouTube évidemment il y a des prods, des émissions parfois qui repompent quasiment des concepts télé. Et puis oui, les univers se mélangent aussi. Moi, je sais qu'il y a une chaîne de télé qui me compte des fois pour faire des réacts, ou il y a des gens aussi qui viennent de l'écosystème Twitch et ils sont invités pour des émissions de télé-réalité ou autres. Donc ouais, ça va un petit peu se fusionner, mais c'est clair que oui, il y a beaucoup de gens qui ne vivent leur contenu que sur Internet. Mais vas-y, je charge. La télé, mais je suis à 0. Je suis à 0. De grands groupes et de grands milliardaires qui détiennent les droits et qui chapeautent l'édito, c'est vrai que c'est difficile dans une France de la diversité de se retrouver pas mal le programme de la télévision française, on va dire. Moi, le vieux monsieur que je suis, je te suis depuis le début, je regarde, je suis admiratif de ton parcours et je sais que mes cousins, mes petits cousins, ils s'en foutent que je travaille à Game One. Ils s'en fichent complètement que j'ai 100 000 abonnés sur Instagram. Il me dit, je veux rencontrer Xavier, je veux faire une photo avec Xavier. Tu fais rêver les gens, ils ont envie de faire comme toi. Quel est le conseil que tu leur donnes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent arriver sur Twitch et faire comme toi quand tu faisais ton podcast sur iLive, c'est ça? Avec 23 personnes qui te regardent. Il y en a, ils peuvent le faire aujourd'hui sur Twitch. C'est quoi les conseils que tu leur donnes? Est-ce que tu leur donnes des conseils ou tu leur dis, oh là les gars, faites des études, un vrai métier parce que ça va être compliqué? Cet épisode vous est proposé par Accenture. Quand vos opérations publicitaires ne sont plus synchronisées, tout le reste se désaccorde. Spotify et Accenture unissent leurs forces pour redonner le bon tempo aux ventes publicitaires. Grâce à l'automatisation, à l'analytique et à des workflows plus intelligents pour simplifier les campagnes et mieux exploiter les données commerciales. Résultat, moins de temps passé sur les opérations, plus de temps pour connecter les marques aux moments et aux fans qui font vibrer la culture. Plus d'infos sur accenture.com/spotify-fr. L'action ne s'arrête jamais dans NBA 2K27. Chaque match est une occasion de perfectionner votre jeu. De faire danser les défenseurs grâce à votre panoplie de crossover. Et de faire parler votre adresse sans limite, même avec une main sur le visage. Poursuivez votre grandeur dans NBA 2K27. Ball over everything. Disponible le 4 septembre. Ouais, moi je suis plus sur la mise en garde. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'y aller un petit peu tête brûlée, machin, mais c'est pas de la chance, tu l'as bossé le truc. Oui, je l'ai bossé, mais bon, il y a toujours un facteur de chance, tu vois. Quand j'arrive sur les web TV, certes, j'avais vraiment une DA, une identité propre à moi parce que j'étais le seul à vraiment être zéro filtre et faire le foufou et faire autant d'happening sur le stream. Mais maintenant, aujourd'hui, des Mister MV qui sont à 2 viewers sur Twitch, il doit y en avoir une dizaine. Hein, c'est juste qu'ils seront jamais repérés. C'est devenu une jungle.
À l'époque, on pouvait facilement trouver ma chaîne si on cherchait du stream français parce qu'on était très 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 peu à en faire. Maintenant, si tu regardes le répertoire Twitch en francophone à 23h, tu vas voir des centaines et des centaines de gens à 0 viewer et qui tryhard, tu vois. Donc moi évidemment, je suis plutôt dans le mode de pas vendre de faux rêves, quoi, que ça doit surtout et avant tout être comment dire, du plaisir, un hobby et une découverte. Mais ouais, se lancer dans une carrière là-dedans aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de facteurs. Il faut déjà euh, avoir du talent, se remettre en question, toujours essayer d'améliorer le prochain stream. Il faut comprendre aussi qu'il n'y a pas besoin d'être 15 heures en stream par jour, qu'il faut être actif sur tous les réseaux, exploiter ce que tu fais sur Twitch pour en faire des capsules rigolotes sur YouTube, TikTok, Instagram, être un petit peu présent partout et exister pour se faire découvrir parce que l'algorithme de Twitch ne permet pas d'être découvert au hasard maintenant. Donc, ne serait-ce qu'avoir un viewer, c'est déjà un énorme challenge. Puis ensuite, des viewers qui restent, c'est un énorme challenge également. Et il y a tant. Et puis aussi, il y a le facteur, on va pas se le cacher. Maintenant, c'est d'autant plus important de connaître des gens. En fait, maintenant. Il faut connaître des gens, moi, être adoubé à chaque fois. Je trouve que oui. Enfin, c'est difficile si entre guillemets, tu trouves pas un petit groupe ou que tu as une porte d'entrée avec quelqu'un qui est déjà dans le système avec un petit peu d'audience pour t'introduire. Tu te lances vraiment dans un océan où tu es un plancton et il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe sur toi. Donc, moi, je serais en mode gros kiff et compagnie. On a vu vraiment des vagues et des vagues de gens qui se lançaient et qui, dès le début, investissaient beaucoup dans le matos, se mettaient dans la merde, mettaient des cagnottes partout et c'était tout de suite un rapport. Il faut que l'argent rentre. En fait, le problème, c'est que quand tu crées du contenu, mais que ta pression principale, c'est que ça génère de l'argent. Ouais, non, je vais pas y arriver. Tu as un rapport qui est un petit peu essayer. nerveux et toxique, entre guillemets, avec les gens. Il faut se faire plaisir avant tout, en fait. Voilà, si ça devient une corvée directement, c'est que ouais, tu vas douiller. Ça va être très pénible. Donc oui, d'abord. C'est ce que tu as fait, toi. Ouais, non, je vais pas y arriver. Pour te faire plaisir. Tu gagnais pas ta vie avec ça. Tu avais un vrai métier à côté. Tu as mis combien de temps pour faire la bascule et dire ok, je lâche les boulots alimentaires qui me plaisent pas et je vais vivre de ma passion avec le premier salaire. Ouais, ben oui, il y avait des petites prestats ici par là, et puis il y avait aussi le délire de même quand tu bossais avec des gens qui étaient censés être pros à l'époque, des fois, il fallait attendre un an pour toucher tes factures. C'était pas cool ça. Bon, le milieu sur Internet, ça a toujours été un peu ghetto, on va dire, mais on va dire ouais, je dirais 2 ans et demi. Et encore à l'époque, il y avait pas cette compétitivité. Enfin, c'était le début, quoi. Mais ensuite, oui, il y avait pas les mêmes sommes en jeu que maintenant. Mais oui, avant vraiment on va dire gaming live, enfin ZTV au gaming, je touchais déjà de l'argent, mais en prestataire. Et ensuite, je suis devenu salarié pour la web TV gaming live de jeuxvideo.com. Donc ouais, 2 ans et demi, etc. Mais oui, sinon, j'étais tellement passionné que ouais, je faisais mes mi-temps et mes boulots et tout mon temps. Et je fais juste ça. C'était stream et vidéo et machin. Parce que c'est terriblement addictif. Je comprends aussi que les gens ont envie de se lancer. Tu vas un petit peu à tâtons, mais c'est vrai que se produire, faire pour le coup, moi, plus faire le clown mariole, parce que moi, j'adore ça, j'adore presque me ridiculiser. En fait, j'arrive encore au bout de 15 ans à rigoler de mes propres vannes et du fait que je sois complètement ridicule. Donc c'est ça qui fonctionne. T'es comme aussi, moi, alors moi c'est pareil aussi. Des fois je me fais rire moi-même quand je regarde des anciennes vidéos. Donc ça fait plaisir ça. Voilà, c'est ça. Ça doit être un métier plaisir. Maintenant, je fais 40 000 trucs en même temps. Donc, des fois, là, en ce moment, Prespidon, c'est un petit peu des journées marathon. C'est du vrai taf, on va dire. Mais malgré ça, oui, il faut que ça reste du plaisir. Et donc, ouais, il faut le sentir, quoi. Faut le sentir. Le plaisir, tu l'as toujours, comme au début? Oui, en vrai, j'ai toujours plaisir. Je stream beaucoup moins qu'avant. À l'époque, vraiment, il y a 10 ans, ça m'arrivait de faire des marathons de 24 heures plus, de faire. T'avais pas de famille à l'époque. Déjà, ça doit jouer aussi. Plus facile sans famille, c'est sûr. Et ouais, là, j'ai un agenda plus chargé. Donc, et puis surtout, j'ai réussi. Je suis un des rares à m'être beaucoup déstressé. Alors, on va dire que c'est facile dans ma situation, mais en vrai, non. De m'être déstressé totalement par rapport aux stats et à l'opinion publique. Là, je peux vraiment lâcher les réseaux sociaux, faire des lives de 8 heures sans jamais regarder le compteur de viewers une seule fois. Pourquoi au début c'était difficile ça? Je demande plus aux gens de s'abonner. C'est difficile pour tout le monde. C'est bête. Parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, c'est ça? Il y a toujours des gens qui peuvent critiquer ou des trucs comme ça?
Oui, en fait, il y a vraiment ce syndrome et j'ai l'impression que tout le monde le partage une fois qu'ils sont dans le milieu. T'as beau avoir 50 personnes qui te disent je t'aime, je t'adore. Il suffit qu'il y ait un mec qui t'insulte et qui dise que ce que tu fais c'est de la merde. Et c'est tout ce qui va véhiculer ta journée. J'ai vécu ça au début. Ça va tourner en boucle. Ça, c'est avec l'âge que ça part en général. Oui, je pense aussi. Avec l'âge, on se déleste de notre propre image en fait. Et en général, on est plus détendu, on va dire. Mais c'est vrai que quand on commence, qu'on est jeune, c'est pas facile d'avoir des messages négatifs. Qui peuvent être toxiques pour soi-même au final, alors qu'il y en a 49 autres qui disent que c'est bien. C'est ça, d'autant plus que c'est encore plus virulent maintenant que tout le pignon sur rue avec les réseaux sociaux et que tout le monde veut être l'acteur principal. Les gens, ils sont très polarisés dans leurs opinions et quand ils aiment pas quelqu'un, ils y vont à fond, quoi. Donc, les réseaux, c'est devenu bien hardcore, mais ça va, là, j'ai réussi à complètement m'en détacher. Je poste sans regarder et je pense que je retournerai à la guerre au frontal peut-être l'année prochaine, les élections présidentielles, on va se régaler. Mais oui, bref, c'est super intéressant. Mais j'avoue, je suis nostalgique de mes débuts, mais en réalité, c'était hyper pas sain, tu vois. Mais il faut avoir ça dans le sens. C'est-à-dire, au début, les premières années de stream, je faisais 12 000 métiers en même temps. J'étais streamer, graphiste, monteur vidéo, mon commercial, mon CM. Moi, j'adorais ça. J'adorais lancer Photoshop, Premiere, apprendre des nouveaux trucs. Sony Vegas, même à l'époque. Et à l'ancienne. Et faire du montage vidéo, faire des conneries, improviser mes scènes de stream ridicules en collant des PNG hyper malaisants et créer des univers comme ça et toujours peaufiner sur OBS pour le logiciel de streaming pour créer des gags visuels complètement stupides. Chose que je fais moins paradoxalement maintenant parce que je suis au four et moulin et maintenant c'est surtout je prends, j'anime et je fais des blagues et ça me va très bien. Et tu as une équipe qui travaille avec toi aussi maintenant? Alors une équipe, non, moi je suis, enfin oui et non, je suis pas entouré comme évidemment vraiment les gros pontes, les Gotaga, Squeezie et compagnie. Moi j'ai une agence avec des gens qui s'occupent de moi pour justement me délester de tout ce qui est allez, vas-y. communication, négociation. J'ai eu des dégâts. Mais tu t'es pas transformé en boîte de prod, mini boîte de prod comme le font certains? Non, voilà, j'ai un monteur là qui est avec moi là depuis quelques temps et ça y est là c'est une recette qui marche très bien et j'ai aussi Atomium qui gère en plus de tout ce qu'il fait un peu le référencement YouTube et les vignettes et compagnie. C'est lui qui gère ça? Ouais, en fait je lui dis non mais t'es sûr, t'as le temps, t'as envie et en fait il aime bien avoir entre guillemets une activité un peu plus travailler à la chaîne pour reboot son artistique. Voilà, ok. Les trucs artistes. Ok. Donc voilà. Et quand tu vois là, t'as combien d'abonnés tout confondu? Tu m'as dit 900 000 sur Twitch. Ouais, bah ensuite tout se confond un petit peu, mais je sais plus, Twitch c'est 900 000, YouTube c'est presque. Non, je suis pas arrivé. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui se recoupent. Twitter X, bon, je sais plus, mais c'est 450 000, Instagram 180 000, un truc comme ça. Ouais, on est à quoi, 2 millions, un truc de ouf. Attends, je vais essayer. Beaucoup de gens qui se Attends, recoupent. je reviens quand même au début, t'étais à l'école, t'étais stressé, on t'a déscolarisé parce que t'étais stressé, tu vomissais en cours et tout ça. Et là aujourd'hui, t'as 2 millions de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Si tu marches dans la rue, les gens veulent faire des photos avec toi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, le recul que t'as par rapport à ça? Ouais, Tu vomis encore ou pas? Non, tranquille. Non, mais t'es plus stressé et t'es fier quand même quand tu regardes le petit garçon que t'étais avant? Oui, bien entendu, mais ouais, moi je suis bien évidemment très 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 heureux, reconnaissant de là où j'en suis maintenant. Ensuite, oui. Comme dit, moi j'ai toujours cette dualité. En fait, pour moi vraiment toute ma survie sur 20-30 ans, elle s'est faite entre cette dualité entre mon moi dépressif, artistique, qui aime bien être dans sa bulle et trouver de la joie dans la souffrance. Et qui puise l'inspiration aussi, hein, parce voilà. que la tristesse ou la dépression peut servir à l'inspiration. Ça a inspiré moult de musique. Et de l'autre côté, Mister MV, en fait, Mister MV, c'est moi avec mes potes. C'est-à-dire, malgré tout ça, j'ai quand même eu la chance, ça a beaucoup aidé dans ma survie aussi, de garder un petit peu mon groupe de potes de l'enfance, primaire, collège, qui est resté toujours gravité autour de moi. Il y avait toujours quelqu'un qui me rattrapait, même quand je commençais à être très isolé. Et moi, avec vraiment Mister MV sur le canapé, celui qui sort toujours des conneries, qui rigole de tout, qui fait marrer le qui montrait pas les trucs qui allaient pas bien. Voilà, et cette dualité, en fait, m'a permis de m'en sortir. Donc
et d'avoir un petit peu toute cette palette d'émotions et d'attitudes. Donc Mister MV, c'est l'évasion. Ouais, c'est la dérision, la rigolade, mais aussi oui, un peu de découverte et de curiosité, on va dire. C'est magnifique parce que là, franchement, tu crées le speed don. Derrière, tu vas faire un événement incroyable là, en mai. Tu vis de ta passion, tu kiffes, tu es dans ton évasion totale. De passion, jeux vidéo, musique. Sur la musique, là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Toi qui as créé la musique sans intelligence artificielle à la base, quand même. Tout à fait, ouais. L'intelligence artificielle, oui, c'est le gros sujet pour tout, mais c'est vrai que... Tu le vois comme un outil, comme le synthétiseur à l'époque? C'est le mec de Spotify, le patron de Spotify qui a dit ça. Il a dit c'est comme le synthétiseur à l'époque. Spotify est ô combien problématique. J'ai encouragé les gens à quitter la plateforme, mais ouais, très, très axé IA et des billes dans l'IA militaire et compagnie. Donc, et puis oui, il a eu pas mal de saillies, entre guillemets, anti-artistes et plutôt pro-IA. Mais oui, non, mais l'IA c'est un peu fou, quoi, parce que oui, évidemment, l'IA dans le domaine de la médecine, dans plein de domaines, ça aurait pu, et ça peut, mais ça aurait pu être plus des choses formidables. On pourrait faire des avancées pour l'humanité folles. Et on s'inquiétait tous de l'écologie et qu'on foutait la planète en l'air. Et finalement, ouais, l'IA, le problème, c'est que l'IA, voilà, elle est détenue par des superpuissances qui veulent juste faire énormément d'argent. Et je trouve qu'avoir déployé des agents IA pour le grand public, qui s'en servent à l'infini pour, comme des Google améliorés, hein, et brûler la planète avec quelque chose d'aussi énergivore, c'est de la folie. Pour ce qui est de l'artistique, c'est compliqué. Oui, évidemment, les gens ont hurlé quand Photoshop est arrivé, quand la retouche photo et l'art digital est arrivé. Et finalement, on s'est dit que, bah oui, finalement, c'était juste une amélioration de notre temps et on s'en sert. Le correcteur d'orthographe aussi, hein. Ouais. C'est une sorte d'IA quelque part. Je pense que oui, les outils IA, entre guillemets, beaucoup de gens hurlent, mais en réalité, l'IA est un peu partout, même dans des trucs qui étaient un petit peu antérieurs. Il y a plein de choses qu'on utilise où il y a un peu d'IA derrière. Mais sur la création musicale, parce que là, on parle du métier d'artiste. Le métier d'artiste, toi, tu as créé des musiques sans utiliser d'IA, avec ta propre créativité et les outils que tu avais à l'époque. Là, aujourd'hui, il y a des artistes qui créent de la musique avec l'intelligence artificielle. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Moi, mon avis, c'est un peu comme l'art en IA génératif avec Midjourney et consorts, c'est le même problème. C'est-à-dire, oui, alors des outils IA, pareil, moi, je pense qu'il y a certains outils IA, notamment, voilà, pour des gens, je reprends encore l'exemple Photoshop et compagnie, mais oui, pour détourer, pour des trucs comme ça, c'est pratique d'avoir une automatisation de ça, bien sûr. Pour la musique, il y a des outils IA qui commencent à être intéressants. Ça pose d'autres problèmes, mais c'est vrai que par exemple, si tu peux chanter une mélodie, et il y a des outils IA qui te permettent, entre guillemets, de créer une chorale et de faire des harmonies complexes avec plein de voix différentes. Ouais, je pense que j'arrêterai le live après. Alors, et ensuite, les gens vont débattre que oui. Parce que j'ai déjà plus de batterie. Enfin, j'étais 5% de batterie. Termine ça. Pour bêta-tester. Faut avoir le pognon, hein. Là, je pense que je l'arrêterai. Moi, je le fais avec mon fils. Il chante une mélodie, ça se transforme en chanson d'été. Grâce à l'IA, je n'aurais pas engagé un orchestre ou un ingé son pour le faire, quoi. Bien sûr. Mais par contre, ouais, le fait de faire de la musique sur prompt, c'est-à-dire vraiment partir de rien et de dire, en plus, voilà, ça vole un petit peu chez les autres artistes indirectement. Mais si tu dis une IA, Suno et compagnie, oui, voilà, fais-moi un morceau en bossa dans telle signature avec un chanteur à Justin Bieber qui fait X et Y. Ça se trouve, oui, au bout de plusieurs itérations, il va te sortir un banger. Mais au final, qu'est-ce que tu auras vraiment créé de toi-même et à quel point ça aurait été énergivore pour rien. Et puis les artistes, surtout musicaux, déjà, ont subi plusieurs crises. La crise du disque et la crise du piratage et la crise maintenant des plateformes de streaming où justement des plateformes comme YouTube Music, comme Spotify rémunèrent vraiment au lance-pierre l'équivalent. Enfin, faut faire, quand tu fais 1 million de lectures, ce qui est extrêmement compliqué à atteindre, tu touches 4 000 euros, 4 000 euros sur Spotify, un truc comme ça. Il faut les faire déjà, le million d'écoutes. Donc c'est pas tenable, c'est pas viable. Et la musique coûte de l'argent à produire également et à faire masteriser. Donc, ouais, non, je sais pas, il y a cette concurrence déloyale en plus de toute cette musique je vais y arriver. qui se déverse sur les plateformes et qui redivise encore plus le gâteau où il n'y avait pas grand-chose à se partager. Donc ouais, en réalité, ça va tuer énormément de carrières en cours, en devenir, qui étaient déjà extrêmement compliquées à mettre en place. Et je trouve que oui, des outils
ont du sens et de toute façon deviendront le standard au fur et à mesure que le temps passe, parce que de toute façon, toutes les avancées technologiques, elles font partie de nos quotidiens au fur et à mesure. Hein. De toute façon, il faut voir. Bah, nous, on est de 80, en 90. 90, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Netflix, et voilà où on en est aujourd'hui. J'ai eu mon téléphone en 97, moi. Mon premier téléphone portable, c'était le tout début. Le Snake, quoi. Ouais, c'était tout début. Mais malgré tout ça, toi, tu continues à créer de la musique? Moi, je crée de la musique là récemment. Ouais, je vais arrêter le live aussi. Je fais de la musique, c'est des musiques de. Parce que j'ai déjà plus de batterie, il fait trop chaud. Et qui ne recharge pas. Piste orchestrale avec 70 compagnie, là. Mais j'ai plus le temps et j'aimerais bien retrouver ce temps de faire de la musique. Allez, je vais quitter. C'est ça.